Bienvenue à toi, chère divine créatrice, dans cet épisode 3 du podcast Journal d'une femme qui voulait s'élever. Je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. C'est toujours un vrai plaisir pour moi d'enregistrer ces épisodes. En fait, c'est un rendez-vous hebdo que j'aime beaucoup. Voilà, je suis une vraie bavarde, je suis une vraie pipelette et j'ai plein de choses à raconter. Donc, c'est un vrai bonheur pour moi. C'est un peu mon diary, tu vois. C'est mon journal intime un peu. Non, mais j'ai vraiment envie d'être authentique dans ce podcast, donc c'est vraiment cool. Et comme je te le disais, bah voilà, j'aime beaucoup ce format très libre en fait, où en fait j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai juste à partager et puis à dérouler le fil quoi. Et j'adore, ça me parle beaucoup. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ma vision du bonheur et de mon cheminement par rapport au bonheur. Euh, Dans les épisodes précédents, en fait, je te disais que depuis que j'étais petite, j'étais un peu en mode dépressive. C'est-à-dire que j'avais une vision assez triste de la vie d'adulte. Pour moi, c'était pas, ça avait pas l'air hyper ouf, en fait, tu vois. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de responsabilités, je voyais que ben voilà, il fallait travailler dur, pas forcément faire un travail qui te plaisait en plus, parce qu'il fallait bien payer les factures. Et puis voilà, les contraintes aussi de la vie de parents aussi, qui est pas toujours simple. Bon voilà quoi, j'avais une image un peu, comment dire, je voyais la vie d'adulte un peu, j'ai une image de carré, tu vois, je me voyais un peu comme si, une fois qu'on était adulte, eh ben, on était dans une boîte, quoi. C'était vraiment le truc métro, boulot, dodo, et ça m'angoissait un truc de dingue. Et, euh, et du coup, ouais, pendant des années, je me disais, putain, je sais pas, il faudrait que je joue au loto et que je devienne millionnaire et que j'ai jamais besoin de travailler de ma vie, quoi, parce que ça me disait rien, quoi. Et donc, voilà, pour moi, c'était compliqué de me projeter dans une vie d'adulte heureuse et épanouie, quoi. J'avais du mal à l'imaginer. Les seules fois où je m'imaginais un peu vivre heureuse quand je serais grande, c'était d'imaginer de partir avec mon sac à dos et de voyager à travers le monde en mode One Again a Beast to Fly, tu vois. Je m'imaginais partir, voilà, aller vivre dans une tribu, en fait. Je m'imaginais partir, aller vivre dans une tribu amazonienne. Et puis, voilà. Mais je me doutais bien que bah, mes proches allaient me manquer et que... et que voilà, c'était peut-être pas aussi simple comme ça que de débarquer un jour. Hey, salut, je m'appelle Sarah, bienvenue chez moi. Du coup, je m'incruste dans votre tribu et merci de m'accueillir. Et voilà, non, non, c'était pas trop le délire en fait. Donc, bah, en fait, du coup, quand j'ai grandi, euh, bah, j'ai vite compris qu'effectivement, bah, voilà, il fallait travailler pour avoir de l'autonomie, de la liberté, etc. Et puis voilà, je suis un peu rentrée dans le moule, du moins j'ai essayé. Donc 21 ans, j'ai eu un désir de devenir maman qui était incroyablement puissant. Et ça m'a pris presque du jour au lendemain. C'est-à-dire que je savais que j'aurais des enfants un jour, mais voilà, c'était pas non plus ma raison de vivre de devenir mère un jour, tu vois, mais je savais que ça ferait partie de ma vie, quoi. Et bon, il s'avère que du coup, quand j'ai eu ma première petite fille, c'est devenu ma raison de vivre. C'est-à-dire que je me suis un peu beaucoup complètement identifiée à mon rôle de mère. C'est-à-dire que, ah, là j'étais utile. Là, on avait besoin de moi. Et j'y prenais du plaisir quand même à m'occuper de ma fille, encore heureux. Mais à la fois, très vite, il y a eu une espèce de dichotomie en moi qui a fait que ben, je me sentais très 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 étriquée et oppressée par ce rôle qui était tellement exigeant parce que je me suis mis la barre hyper hyper haute, notamment parce que quand j'ai annoncé ma grossesse autour de moi, bah, ma mère, mon père, ils ont très bien réagi, mes frères et sœurs aussi, ma grand-mère aussi et tout ça. Mais j'ai quand même deux membres de ma famille en particulier qui ont eu des réactions qui m'ont un peu déstabilisée. Voilà, qui m'ont dit, mais tu te rends pas compte,
mais ça coûte cher d'avoir un enfant, et puis comment tu vas l'élever, puis t'as pas une situation stable, etc., etc. Et là, en fait, ça m'a vraiment déstabilisée et je me suis dit, oh, et si je faisais une bêtise? Et si j'étais pas capable? Et si j'arrivais pas à prendre soin de cet enfant que j'aime déjà plus que ma propre vie? Et en fait, ça a déclenché en moi une espèce de peur panique de pas être à la hauteur, tout simplement, alors qu'à la base, j'avais pas forcément cette peur-là, en fait. Pour moi, j'allais être mère et c'était ok, quoi. Et j'allais... Enfin voilà, je me posais pas forcément la question. Et en fait, d'un coup, je sais pas, c'est comme si je m'étais pris ouais, une claque, en fait, et que je m'étais dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi? Et puis, bah, c'était trop tard, la machine était lancée, quoi. Mon bébé était en train de pousser dans mon ventre. Et il fallait assurer, il fallait gérer, quoi. Et il y a une partie aussi, peut-être, de mon ego, qui a voulu, bon, pas que, mais qui était là en mode, ah bah je vais leur montrer. Je vais leur montrer que je vais y arriver et que je vais être une super maman. Et du coup, je me suis mis la barre, mais hyper, hyper, hyper haute. Je suis devenue complètement maniaque en fait avec ma fille. Voilà, il fallait pas qu'elle soit sale, il fallait pas que voilà, qu'elle mange de la merde. Je pesais, je pesais tous les ingrédients, je lui faisais tout au baby cook, j'achetais du bio. Enfin voilà, j'essayais vraiment de donner mon max selon mes critères à moi de l'époque pour incarner un peu cette maman idéale, entre guillemets, que j'imaginais devoir être, en fait. Et puis, en fait, après, je me suis rendu compte que bah, c'était trop pesant, c'était trop de pression. Et en fait, mon rôle de mère était devenu la seule chose que j'étais, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je n'étais plus qu'une mère, en fait. Tellement je me mettais la barre haute, tellement je me mettais la pression, et tellement ce petit être humain était, ben voilà, tout ce qu'il y avait de plus important pour moi à partir du moment où elle était née, où on me l'avait posée sur moi. Bah voilà, en fait, je vivais pour ma fille, quoi. Et donc, c'était très compliqué pour moi d'imaginer la laisser, euh, la confier, la mettre en garderie. Pour moi, c'était impensable. Et puis, je sais pas trop d'où ça vient, mais j'avais une peur panique de confier mon enfant. C'était très, très, très difficile pour moi de confier ma fille à quelqu'un. Voilà, c'était... Après, je me cachais un peu derrière l'allaitement, parce que je l'ai allaitée jusqu'à ses 5-6 mois. Et du coup, bah voilà, c'était assez commode de dire, bah non, je peux pas te la laisser, parce que de toute façon, j'allaite, et comme j'allaitais à la demande, elle tétait un peu quand elle voulait. Dès qu'elle chouinait, je la mettais au sein et tout ça. Donc, j'étais très fusionnelle avec ma fille. Et, c'était... elle était très, très, très en demande, mais ça m'allait bien parce que... ben, moi, c'était ma raison de vivre, donc c'était chouette pour moi, en fait, qu'elle ait besoin de moi. Il y avait quelque chose en moi qui trouvait ça... je me sentais importante, en fait. Et puis, bah voilà, il y a eu un moment où j'ai pas eu le choix, j'ai dû reprendre le travail parce que financièrement, ça devenait très compliqué. Et donc, j'ai repris le travail et donc, j'ai laissé ma fille être gardée par la maman du papa. Et c'était difficile pour moi de laisser ma fille, même si j'avais quand même j'avais confiance en ma belle-maman. Mais voilà, si j'avais pu avoir le choix, j'aurais préféré que ce soit moi qui garde ma fille, quoi. Et en plus, pour faire un métier qui ne me plaisait plus, c'était pour moi, j'avais une colère en moi qui me rongeait à tel point que j'ai eu des gros problèmes au niveau de l'estomac. J'étais à la limite de l'ulcère, j'ai fait des gastrites mais très sévères, ça me faisait faire des malaises. Je perdais connaissance à cause de la douleur en fait. Je tombais dans les pommes et c'était hyper déroutant. J'ai perdu énormément de poids parce que ben ouais parce qu'en fait ces douleurs à l'estomac me faisaient tellement mal et voilà
c'est jamais agréable de faire des malaises et puis j'avais peur en fait que, en faisant un malaise, un jour, je me cogne la tête et que je me réveille pas, quoi et du coup, j'avais peur de manger. Donc je savais plus trop, j'essayais de voir un peu quels aliments déclenchaient des crises, mais voilà, c'était compliqué et heu et du coup ça a duré un certain temps et ensuite, j'ai commencé à, en fait, j'ai eu des prises de conscience au bout d'un moment de me dire: «Mais, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas et comment est-ce que ça pourrait mieux aller?» Et j'avais pas de solution à ce moment-là et pour moi, c'était horrible. Le sentiment d'impuissance est quelque chose que j'ai énormément de mal à gérer dans ma vie. C'est quelque chose qui me fait vraiment travailler, quoi. Le sentiment d'impuissance, c'est quelque chose qui peut me faire péter un câble. Je suis quelqu'un qui peut être hyper explosive, impulsive et quelqu'un qui a eu qui a de la violence. En fait, j'ai de la violence en moi. J'ai de la violence et la violence, c'est de la puissance, mais c'est aussi, des fois, ça sort, ça peut être, voilà, j'ai eu un rapport assez destructeur avec moi-même. Pendant des années, je me détestais, je me sentais pas assez, je me sentais moche, je me sentais pas intéressante. J'avais le sentiment que voilà, il y avait toujours mieux que moi pour tout, en fait et j'avais toujours peur que, mon mec, se barre avec, la première nana, qui passe, enfin, j'étais dans une insécurité permanente parce que j'avais zéro confiance en moi et en fait, il y a aucun domaine de ma vie où ça allait bien, en fait. C'est-à-dire que ce soit dans mon rôle de mère, très vite, c'est devenu trop de pression et étouffant et j'y prenais plus de plaisir et je culpabilisais de plus prendre de plaisir. Bien sûr que si, il y a des moments où je prenais du plaisir, mais j'adorais donner le bain à ma fille et cetera. Mais en fait, j'avais le sentiment d'être coincée et d'avoir perdu toute ma liberté et ça, c'était quelque chose que je vivais extrêmement mal et je culpabilisais énormément. Puis encore une fois, à l'époque, c'était très tabou. On parlait pas de ces choses-là encore, quoi et donc voilà, c'était compliqué. Dans mon couple, ça se passait pas, très bien. Une difficulté de me sentir connectée avec mon partenaire, la grossesse et l'arrivée de notre premier enfant, a généré beaucoup de conflits. C'était un peu tout le temps à se tirer la couverture, à dire, qui est le plus fatigué et qui a le plus raison d'être fatigué, qui a le plus besoin de souffler, qui a le plus besoin de prendre l'air. Enfin, c'était un peu, ouais, c'était compliqué. Mon rapport à la sexualité, il était compliqué. C'est-à-dire que, voilà, je m'autorisais pas à exprimer, hem, mes besoins, mes désirs, mon plaisir, enfin c'était très tabou ça aussi, pour moi, il y avait pas trop de dialogue autour de ça, enfin voilà, c'était ouais, c'était très tabou. Il y avait une honte un peu autour de la sexualité, qui faisait que, voilà, on n'osait pas aborder, à cette époque-là, on n'osait pas aborder le sujet, on n'osait pas en parler, et donc voilà, on se contentait de ce qui était là, quoi et du coup, au niveau du pro, j'étais pas du tout épanouie non plus. Enfin, au niveau de mes relations, amicales, bon, c'était pas la folie. J'ai jamais été, entourée d'un milliard d'amis non plus. Heu, j'ai quelques amis, voilà, qui sont chers à mon cœur et c'est des amitiés qui durent même si on n'habite plus à côté et cetera, même s'il y a des périodes où on se parle pas pendant 1 an, 2 ans, des mois, à chaque fois qu'on reprend contact, c'est comme si on s'était parlé la veille, quoi et puis on sait qu'on peut toujours compter, heu, l'une sur l'autre, en fait. Heu et puis, quoi d'autre? Mon rapport à l'alimentation, il était complètement chaotique parce que vu que je me détestais, voilà, j'avais, des comportements autodestructeurs. J'ai eu beaucoup d'addictions dans ma vie, que ce soit, avec la cigarette, j'ai eu aussi des addictions avec l'alcool. Alors, pas à picoler, dès le matin et cetera, mais à avoir besoin de boire un verre ou 2 tous les soirs.
sans faire de pause, c'est-à-dire que il y avait pas, c'était pas juste je buvais un coup le vendredi, le samedi et le dimanche, quoi. C'est que tous les soirs, j'avais besoin de mon apéro, quoi. Mon apéro, au début, c'était un verre, après, c'était 2 verres. Et puis, je me cachais derrière ce truc parce que j'avais lu que le vin faisait maigrir. Et après ma première grossesse, j'avais pris tellement de poids. J'avais pris, je sais pas, entre 20 et 25 kilos pour ma première grossesse. Et pareil, alors là, je me supportais plus devant le miroir. C'était une horreur. Et je détestais mon corps, j'étais en colère après mon corps. Je comprenais pas comment il fonctionnait, il m'énervait. Et je supportais pas mon reflet devant le miroir. Enfin voilà, tout était compliqué. Dans tous les domaines de ma vie, il y avait des trucs, il y avait des trucs, quoi. Il y avait des sujets, il y avait des choses à optimiser, à guérir, à améliorer, à comprendre, à conscientiser, à mettre en lumière. Enfin, c'était un sacré chantier, j'ai envie de te dire. Oui, alors voilà, on y vient. Des fois, je prends l'accent du sud, que je fais d'ailleurs pas super bien, mais en fait, ça me fait mourir de rire. Bref. Donc, il est possible de temps en temps que je prenne l'accent du sud. Du coup, en fait, mon rapport au bonheur, il était très compliqué parce que pour moi, c'était quelque chose d'utopique. Mes modèles dans la vie, c'était Bouddha, Mère Teresa, l'abbé Pierre, Nelson Mandela, Martin Luther King, toutes ces personnalités extraordinaires et héroïques. Euh, la sagesse, voilà, tout ça, c'est des choses qui me parlent, qui m'attirent et qui me questionnent en fait. J'avais le sentiment que quand je me questionnais sur le bonheur, que du coup je lisais des choses sur le bouddhisme, etc., j'avais le sentiment que le bonheur c'était réservé à une élite de personnes tellement sages qu'elles étaient au-dessus de tout en fait, que rien ne pouvait les atteindre et que du coup ils étaient dans une espèce de béatitude permanente qui faisait que ben en fait ouais ils ressentaient plus d'émotions négatives. C'était ça ma définition du bonheur en fait, c'est ce que j'imaginais en fait. Et donc je courais après des chimères, quoi. Je courais après des trucs qui finalement j'ai compris que j'ai lâché cette idée-là du bonheur. Mais petit à petit, en fait, voilà, j'ai commencé à comprendre que j'avais besoin de transformer mon rapport à l'alimentation. J'avais besoin de transformer aussi mon image que j'avais de moi-même, de transformer mon rapport à la maternité, de transformer mon rapport à la sexualité, de transformer mon rapport au couple, de m'intéresser davantage à la psychologie pour mieux comprendre, mieux comprendre mon cerveau pour moi, c'était mon ennemi, quoi, mon cerveau. Il me faisait tellement souffrir, je me racontais tellement des trucs douloureux. Mon pire ennemi, c'était mon cerveau, quoi. Et donc, petit à petit, j'ai, voilà, un peu une étape à la fois. J'ai commencé par, voilà, essayer de changer mon rapport à l'alimentation. Et après, dans la parentalité, c'est pareil. Je me suis énormément intéressée aux neurosciences, à diverses pédagogies. Alors, il y a eu toute une passade sur la pédagogie positive et ou encore, en fait, tu crois que ton ego est parti, mais il revient par la porte de derrière. Tu te dis oui, je suis dans la parentalité positive, et puis en fait, il y a des trucs, c'est-à-dire que tu te mets une telle pression pour être dans la parentalité positive que dès que tu as le malheur de t'agacer, de t'énerver ou d'hausser un peu le ton, ça y est, t'es la pire mère du monde. T'es un monstre, de toute façon t'es pas capable, tu y arriveras jamais, etc. Et c'est tellement drôle aujourd'hui quand j'y pense de me dire, je voulais être dans la parentalité bienveillante avec mon enfant, avec mes enfants, mais j'étais pas foutue d'être bienveillante avec moi-même, en fait, ça pouvait pas marcher le truc, quoi. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Et du coup, aujourd'hui, en fait, d'avoir fait tout ce travail de guérison, d'acceptation, de donner du sens, j'ai eu besoin aussi énormément de... Pour moi, le pardon, c'est quelque chose de... Il y a une phrase qui dit « L'erreur est humaine et le pardon est divin ». Et pour moi, le pardon, c'est quelque chose qui m'a sauvée plein de fois, en fait, parce que
la colère, c'est quelque chose qui me détruisait. J'étais en colère contre tout, j'étais en colère contre moi, j'étais en colère contre tout le monde, j'étais en colère contre la société, j'étais en colère contre les dirigeants, j'étais en colère contre tout et tout le monde en fait. Mais le pire, c'était envers moi-même. J'étais en colère d'être en colère, j'étais en colère de ne pas être assez, j'étais en colère de me sentir pas assez plutôt. J'étais en colère de, 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 de ne pas réussir à rester dans des bonnes vibes. J'étais en colère pour tout. J'étais en colère parce que je me sentais malheureuse. Enfin, c'était un cercle vicieux terrible, en fait. Et, euh, et puis, bah ouais, voilà, c'était de donner du sens aux épreuves de ma vie, d'essayer de comprendre, de me dire, mais plutôt que de chercher pourquoi j'avais vécu tout ça, d'être dans l'acceptation d'avoir vécu tout ça, et d'essayer de chercher à trouver ce que ça m'a apporté de positif. C'est-à-dire que bah, tout ce que j'ai vécu de douloureux, de difficile, etc., le fait d'être passé par là fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'être justement dans la compréhension, dans la compassion, d'être bienveillante envers ceux qui traversent des choses comme ça. Je suis capable de pouvoir aider des personnes qui traversent les mêmes choses que j'ai pu traverser en fait. Et moi, j'ai tellement cruellement souffert de solitude parce que je n'osais pas demander à l'aide, je n'osais pas, j'avais toujours cette peur de déranger, je ne me sentais pas assez importante pour oser déranger qui que ce soit. Donc, je suis restée dans une solitude extrême à essayer de tout traverser toute seule, de tout transcender toute seule, de tout guérir toute seule, etc. pendant des années, des années, des années. Et à la fois c'est une force, à la fois à un moment donné, ça devient un frein en fait. Parce que, parce que tu peux aller 10 fois plus vite si tu demandes de l'aide. Parce qu'il y a des personnes qui, justement, ont déjà traversé ce que tu traverses et qui peuvent te donner des clés, en fait. Et donc, c'est un gain de temps, d'énergie, enfin, voilà, tout ça. Mais ça, je l'ai compris que bien, bien plus tard. Et finalement, d'avoir vécu des épreuves terribles, douloureuses, comme tout un chacun, hein, et ben, aujourd'hui, je suis capable d'être en gratitude pour tout ça. Parce que la personne que je suis aujourd'hui, j'en suis amoureuse en fait. Je suis amoureuse de cette personne que je suis aujourd'hui. Je suis amoureuse de ses qualités, mais aussi de ses imperfections, que je trouve touchantes en fait, parce que c'est ce qui me rend unique. Et, tout ça, c'est tout ce que j'ai vécu, le bon comme le mauvais, entre guillemets, qui a fait ce que je suis aujourd'hui, qui a fait que aujourd'hui, je vis dans le bonheur. Mais pas le bonheur que j'avais imaginé. Je vis dans le bonheur parce que je m'aime, je m'accepte, parce que je suis à l'écoute de mes besoins, parce que je connais mes besoins, parce que je sais comment y répondre, parce que je suis bienveillante, tolérante avec moi-même, que je suis alignée avec mes désirs, avec mes rêves, avec mes aspirations, que je me bouge au quotidien pour les atteindre, pour les manifester, pour les créer, que j'apprécie le processus, que même si j'ai des jours où mes émotions, elles me font vivre les montagnes russes, bah, je suis plus en panique en fait, parce que une fois qu'on a traversé les enfers et qu'on en est revenu plusieurs fois, et ben en fait, il y a comme une espèce de déclic qui s'installe et qui est du style, en fait, je suis un phénix, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai traversé les enfers je ne sais combien de fois, en ayant à chaque fois la peur de jamais en ressortir, mais finalement d'avoir réussi toujours à en ressortir, je me dis, bon, c'est que je sais faire en fait. Effectivement, ça m'arrivera encore d'avoir le sentiment que je vais me noyer, mais d'avoir cette petite voix au fond de moi qui sait que, non en fait, je sais nager et qu'il suffit que je me mette sur mes pieds et j'ai pied en fait. Et ça, c'est juste incroyable. Et le fait d'avoir conscientisé aussi, il y a quelque chose qui m'a rendue malheureuse pendant tellement longtemps aussi, c'était que
j'avais le sentiment que mes défauts pouvaient faire souffrir mes proches d'une façon ou d'une autre. Et le fait de faire souffrir mes proches, bien entendu de façon involontaire, c'était quelque chose qui était insoutenable pour moi. Cette pensée me faisait avoir des comportements autodestructeurs envers moi-même, et c'était le cercle vicieux. Mais pour moi, c'était quelque chose de terrible en fait. Premiers, les, comment dire, les premières choses que j'ai essayé de mettre en place pour guérir, etc., je le faisais même pas pour moi. Je le faisais parce que j'estimais que mes proches méritaient mieux que ça. Ils méritaient mieux que ce que j'étais en fait. Je voulais me transformer, je voulais guérir parce que j'estimais que j'étais pas à la hauteur pour mes proches. Et puis un jour, j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit, mais en fait, tu arrêtes quand? Quand est-ce que tu arrêtes de te détruire, de te faire du mal, de te flageller, Et quand est-ce que tu commences à devenir ta pote, en fait? Quand est-ce que tu commences à devenir bienveillante envers toi-même? Parce que, en fait, je n'arriverai jamais à guérir pleinement si je continue à me critiquer dès que je fais une erreur, si je continue à me saboter, si je continue à, à être mon propre tyran, en fait. Tu peux pas être heureuse si y a un tyran à l'intérieur de toi. Ça, c'est pas possible, en fait. Donc, j'ai appris à devenir pote avec ce tyran. J'ai appris à le rassurer. J'ai appris, en fait, à comprendre d'où il venait. Et j'ai appris que il y avait une autre partie de moi qui était bien plus puissante que ce tyran et qui était une partie de moi qui était pleine d'amour, en fait. Et que à partir du moment où je mets de l'amour sur ce tyran, bah, il devient tout chamallow, tout doudou, tout gentil et inoffensif, en fait. Et ça a été vraiment life-changing, quoi. D'avoir ces prises de conscience-là, ben, on fait que aujourd'hui, ouais, je vis dans le bonheur. Sans pour autant être tout le temps cuicui les petits oiseaux, tout va bien, tout le temps. Non, et j'ai des jours, j'ai des jours je ressens de la colère, j'ai des jours je ressens de la tristesse, il y a des jours je ressens de la culpabilité. Je suis encore traversée par toutes les émotions. Mais encore heureux, j'ai envie de te dire, parce que sinon ce serait plat. Sinon ce serait plat en fait la vie. Et, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je ne m'installe pas dans des périodes de déprime qui durent des semaines, des mois. C'est que très rapidement, en fait, aujourd'hui, je m'autorise à ressentir ce que je ressens, à le vivre. J'accepte que je ressens ça et j'accueille avec amour, respect et bienveillance. Et du coup, ça s'installe pas, en fait. C'est passager. Et en fait, j'ai cette assurance aujourd'hui d'avoir la certitude que aujourd'hui je suis capable de quasiment tout traverser, transcender. Bien sûr, il y a des choses qui me font peur, il y a des choses qui me terrifient. L'idée qu'il puisse arriver quelque chose de grave à mes enfants, c'est insoutenable. L'idée de perdre des proches, voilà, j'ai déjà perdu des proches et ça a été extrêmement douloureux. Après, aujourd'hui, j'ai un regard sur la mort qui est très beau, très lumineux, très, très doux. Donc voilà, mais en attendant, malgré ça, quand tu perds quelqu'un, t'as beau croire en la vie après la mort, t'as beau communiquer avec l'au-delà, etc., bah, t'as quand même le manque de la personne, et ça, tu le ressens dans tes tripes, dans ta chair, et ça, tu peux rien faire contre, en fait. T'es obligé de le vivre, de le traverser, de l'accepter, et tu passes par un deuil comme tout le monde, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui risquent de me mettre à terre, mais c'est quelque chose que, que j'accepte en fait comme faisant partie de la vie aussi. Et,
Et ça apporte une espèce de liberté totale et absolue de se dire, de se sentir capable de tout, de tout vivre, de tout traverser, de se laisser traverser par tout. Ouais, voilà. Donc mon rapport au bonheur a vraiment énormément évolué en fait. Et j'ai compris aussi que mon bonheur était extrêmement dépendant de plein de paramètres, et aussi notamment de mes relations. Pour moi, mon couple, mes enfants, ma famille, mon père, ma mère, etc. J'ai un besoin énorme d'avoir des relations apaisées avec tout le monde. Je ne peux pas vivre avec l'idée d'avoir des ennemis. Enfin, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Je ne suis pas rancunière, c'est-à-dire que j'ai ce besoin de faire la paix. Je ne peux pas rester fâchée avec quelqu'un. Pour moi, la vie, elle est trop courte pour partir avec des... ou pour que quelqu'un puisse partir avec des regrets me concernant. Et c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Donc, j'ai vraiment beaucoup à cœur d'entretenir des relations saines, paisibles, joyeuses avec mes amis, avec mon partenaire, avec mes enfants, avec ma famille, avec moi-même. Et voilà, et c'est quelque chose qui est très important pour mon bonheur, pour mon bien-être, pour mon équilibre. Bien sûr, il y a aussi donc l'alimentation, mon rapport à la sexualité. J'ai fait tout un travail énorme par rapport à mon travail, par rapport à mon rapport à la sexualité, mon rapport à mon corps, l'alimentation, le sport, l'acceptation de soi, le pardon. Voilà, il y a plein de paramètres comme ça qui constituent en fait mon bonheur. Voilà, mon bonheur, il est fait il repose en fait sur plein de paramètres comme ça. Et c'est en fait pour ça aussi que j'ai voulu développer cet accompagnement Divine Créatrice, dans lequel j'aborde un peu tous ces sujets-là en fait, où je transmets en fait tout ce qui moi m'a permis aujourd'hui d'atteindre cet état de liberté que j'associe au bonheur en fait. La liberté d'être, la liberté d'être authentique, la liberté de s'aimer, la liberté de vivre ses rêves, la liberté d'être aligné, la liberté de vivre selon ses propres règles et principes, ses propres valeurs, etc. etc. Voilà pour cet épisode sur le bonheur. Il me tarde de savoir voilà, si ça te parle, tout ça. N'hésite pas à me faire des commentaires sur ta vision du bonheur à toi. Quel a été ton cheminement à toi? Quels sont les domaines de ta vie où tu sens que tu pourrais aller plus loin augmenter ton score de bonheur en fait? Si tu devais donner une note sur ton rapport à la sexualité, sur 1 à 10, tu mettrais combien? Si tu devais donner une note sur ton rapport à l'alimentation, sur 1 à 10, tu te mettrais combien? Ici et maintenant, tu vois? Sachant que c'est pas figé, bien entendu. Mais pareil, donc ton rapport, si tu as des enfants, ton rapport à la maternité, ta vision de la maternité, comment est-ce que tu vis ta maternité? Sur une échelle de 0 à 10, tu mettrais combien? Dans ton couple, tu mettrais combien? De 0 à 10? Donc, ton sentiment de bien-être, de bonheur, d'épanouissement. Donc on a dit la sexualité, le couple, dans le rapport à soi, tu vois? Combien tu mettrais de notes aujourd'hui, entre 0 à 10, sur ton rapport à toi-même? Est-ce que tu es ta meilleure amie? Est-ce que tu es ton meilleur soutien? Ou est-ce que tu es dur avec toi? Est-ce que tu as des comportements autodestructeurs? Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Moi, j'ai pas encore atteint 10 sur 10 dans tous les domaines, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des comportements encore que
je peux retomber dans des schémas encore aujourd'hui, etc. Mais en fait, je ne me mets plus la pression pour atteindre le 10 sur 10 aussi. Je me mets plus la pression pour atteindre une certaine perfection que j'idéalise. C'est-à-dire que j'accepte d'être là où j'en suis. Et je sais que ça évoluera. Je sais que ça évolue tout le temps, en fait. Et ça m'apporte la paix, en fait. C'est pas de chercher absolument le 10 sur 10 partout. C'est de se dire, je suis en chemin et j'apprécie le chemin. J'apprécie le process, en fait. Et je sais que voilà, chaque jour, j'avance un peu plus vers le 10 sur 10, quoi. Et peut-être que je ne l'atteindrai pas dans cette vie, mais c'est OK, en fait. J'accepte cette idée-là aussi. Et ça fait du bien, en fait. Voilà. Donc, écoute, je suis curieuse de recevoir tes commentaires, de recevoir, combien tu mettrais comme note, ici et maintenant, pour les différents domaines. Pareil pour ton rapport à l'argent, pareil pour ton rapport à ton domaine pro. Est-ce que tu te sens épanoui dans ton domaine pro? Est-ce que tu te sens... si on questionnait le toi petite et qu'on lui disait, alors, c'est quoi tes rêves quand tu seras grande, tu voudras faire quoi? Est-ce que tu coches les cases, tu vois? Que tu t'étais toi-même imaginé, coché? Quels sont les rêves que tu avais enfant et est-ce que tu les as réalisés? Est-ce que tu es en voie de les réaliser? Est-ce que tu chemines pour les réaliser ou est-ce que tu les as complètement zappés, mis de côté et enterrés dans le jardin, quoi? Et si c'est ça, je t'invite à aller les déterrer et à t'y reconnecter. Et à faire aussi des updates, c'est-à-dire que y a des rêves que tu pouvais avoir enfant et qui sont plus du tout d'actualité parce qu'on bouge, on évolue, on mute et c'est OK. Et du coup, quels sont tes rêves aujourd'hui? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes aspirations? C'est super intéressant de se poser ces questions-là parce que ne serait-ce que de se mettre en chemin vers, ça rend heureux en fait. Ça rend heureux et ça fait que moi je me dis si demain je dois mourir, comment dire? Je partirai en paix, oui et non, parce que voilà, ça me rendrait triste de laisser mes enfants et mes proches, bien entendu. Mais de moi à moi-même, je serais contente de qui je suis et de marcher au quotidien pour tout ça, pour ce qui m'anime en fait, pour mon bonheur, pour mes rêves et du coup pour, à travers ça, faire mon possible pour avoir des relations belles avec les gens que j'aime. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui dit que ils ont interrogé des milliers de personnes en fin de vie en leur demandant c'était quoi leur plus grand regret. Leur plus grand regret, le point vraiment commun, le plus important, c'était ils ont des regrets en rapport avec des relations. C'est-à-dire que, ils auraient aimé faire la paix avec telle ou telle personne, etc., etc. Donc, effectivement, c'est hyper important, et ça, je le sens en fait. Ça m'apporte énormément de paix d'avoir des relations belles avec mes proches, avec les gens qui me sont chers, et aussi avec mes clientes, avec mes amis, avec tout le monde en fait. J'aspire vraiment à avoir des relations, belles quoi. Et authentique et vraie et bienveillante et non jugeante. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Bien sûr, il m'arrive de juger, mais quand je m'en aperçois, voilà, je temporise et je reviens dans... avant de juger, essaie de te mettre dans les baskets de la personne pour comprendre pourquoi elle se comporte de telle façon, etc. Et toujours, ça me fait revenir dans l'empathie, dans la compassion, et puis le jugement, il dégage, en fait. Il s'envole tout seul. Voilà pour ce 3e épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Il me tarde de lire tes commentaires
Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. N'hésite pas à me dire les thèmes, les sujets que tu as envie qu'on aborde dans ce podcast. Si tu as des questions à me poser, si tu as des sujets que tu as envie que je réponde à certaines questions ou que j'explore certains sujets, n'hésite pas, c'est avec grand plaisir. Des gros bisous.